Bah tiens, je vais appeler Didier. Oh Didier, copain! Ah, salut copain! Dis, tu collectionnes toujours les photos de communistes? Ah bah oui, tiens, regarde, j'en ai même des nouvelles. Ah, t'es sûr qu'il est communiste, lui? Ah bah, je sais plus trop. Oh bah non, elle est arrogante, mais elle est pas communiste, elle. Ah ouais, tu crois? Ah voilà, ça c'est communiste. Oh, je l'ai pas. Ah, ce bon vieux Georges. C'était une autre époque quand même, hein. Zgri-gri-gri-gri-gri. Taisez-vous, Kabash. Eliane, fais les valises. C'était un temps où la géopolitique était beaucoup plus simple. Quand j'ouvrais un atlas, la carte de l'Europe était plus facile à apprendre. Et là-bas, à l'est, un grand pays s'imposait par cette dimension gigantesque, l'URSS. Et ce monde était plus simple à comprendre. Il y avait nous, les gentils, des démocraties libérales, et eux, les méchants des démocraties populaires, usurpant le titre de démocratie de façon scrapuleuse. Ce n'est pas moi qui le disais, hein, mais ces grands défenseurs de la liberté et de la démocratie qui savaient nous montrer la voie à suivre dans ce long combat contre la vermine communiste. Même le grand Michel dénonçait dans sa chanson les tiroirs de la bureaucratie soviétique, remplis de noms de tous ces gens qu'on emprisonnait, qu'on envoyait mourir aux confins du pays. Et si Michel le disait, c'est que c'était vrai. Bisous Michel. Et puis ma foi inébranlable dans l'Occident s'est un jour trouvé confronté à une rencontre délicieusement démoniaque et séduisante, vêtue d'une tenue moulante et portant en beau une magnifique chevelure rousse et longue, Natacha. Je fus ébranlé, quelque chose de dur fit apparaître une bosse dans mon pantalon. L'ennemie était si belle que je succombais au venin de sa beauté glacée. Le vent de Sibérie devint pour moi un doux zéphyr. Je passais volontiers à l'ennemi et l'enfant devenait un ours. Vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Un accident, me direz-vous. L'argument aurait pu être recevable si au détour d'une aventure des champions, je n'avais pas rencontré une blonde venue du froid qui me toucha le tralala. J'ai nommé Lenia Petrovna. Oh, you touch my tralala. Salut camarades colcosiens, farfadéiens collectivistes, c'est Bob Zombie, un peu moins gros mais toujours aussi beau. Je vous propose de lire le 22e album de l'araignée publié aux éditions Lug, appelé Mission Secrète et datant de 1984. La couverture alléchante de cet album nationalisé nous montre Spilé opposé à la nébuleuse noire, la dynamo pourpre, et à l'arrière-plan on voit Hulk péter le stick avant-garde. Programme alléchant. Camarades téléspectateurs, restez pour regarder cette vidéo, car vous n'avez rien d'autre à perdre que votre chaîne. Oscar. Je sais où tu te caches. Non, appelle remplacé. Appelle remplacé. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Cette couverture n'est pas une arnaque, camarades téléspectateurs. Mission Secrète est une vraie réussite scénaristique et très acceptable au niveau des dessins, même s'il n'y a pas de quoi faire des sauts de cabri lyophilisés. L'album de Lug s'ouvre donc avec le Marvel Team Up annual numéro 2, datant de 1979, écrit par Chris Claremont et dessiné par Sal Buscema et Alan Kuperberg, et c'est ancré par Jack Abel, mais sans K1, KA, c'est-à-dire jeu de mots. Tout commence avec Peter Parker qui roule une langoureuse pelle à Sissy Ironwood, qu'il espère bien pécho. C'est assez chaud comme ouverture, et tu sens que Peter a le kiki tout dur. C'est ton briquet que je sens dans ta poche? Non. Alors pour les farfadets incultes, je rappelle dans mon extrême magnanimité, célébrée par notre petit livre rouge, que Sissy Ironwood est la petite amie occasionnelle de Peter dans les Marvel Team Up. C'est malheureusement la dernière fois que nous la verrons dans cet épisode, mais je pense que vous vous en tapez un petit peu. L'agent soviétique connu sous le nom de Crimson Dynamo, dit la Dynamo pourpre en français, genre de pendant soviétique d'Iron Man, mais avec un compteur Linky branché dans le cul, les attaque soudainement comme la misère tombe sur le petit peuple. Enfin, il en veut plus exactement à Sissy. Là-dessus, Darkstar, dit la nébuleuse noire, au mamelon dodu, tient en otage le père de Sissy dans un cercle de sa Dark Force. Et Peter, qu'on connaît par cœur, ne comprend pas pourquoi l'ancien allié des champions est maintenant de retour avec la Dynamo pourpre. Il ne reconnaît pas non plus ce bel échalas de Vanguard, le troisième personnage armé d'un marteau et d'une faucille. Putain le cliché. Et la chose plaisante du scénario, dès le début, on voit que Peter Parker se bat sans son costume, et c'est une très bonne idée. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien parce qu'avoir une identité secrète ne signifie pas que vous devez vous replier face aux menaces alors que vous êtes en civil. Tant que Peter ne commence pas à escalader des murs ou à tirer ses toiles, pour la personne moyenne qui va le regarder, il ressemblera à quelqu'un qui sait se battre, en un mot seulement, qui sait faire parler le cuir. Et c'est plutôt bien vu de la part de Claremont. Peter colle discrètement un traceur d'araignée à la ceinture de Sissy, juste avant que les Ruskov bornés n'enlèvent la donzelle et son père, appelé Daniel Ironwood, un imminent scientifique. Spider-Man demande l'aide des 4 Fantastiques, et en particulier à Reed Richards, grippeux du cul, à qui il confie une page d'équation de physique quantique trouvée chez Ironwood. C'est une formule pour une réaction matière-antimatière incontrôlée, qui est la première étape vers la création d'une bombe antimatière. Soudainement envahi par une chair d'ampoule, à la lumière de l'éclatante vérité qui se fait jour, dans un éclaircissement
rebondissement radieux, Reed explique d'un ton docte et sentencieux, mais toujours aussi grippal, que si cette formule tombe entre de mauvaises mains, eh ben il faudra probablement appeler le paysagiste après l'explosion. Cette bombe pourrait faire disparaître tout le continent nord-américain. Reed explique aussi qu'Ironwood est le seul homme qui pourrait faire cette bombe. Il est considéré comme un nouvel Einstein et il a été mis sur la liste noire pendant l'ère McCarthy. Il a donc quitté la physiothérapie nucléaire pour l'astronomie. Pendant ce temps-là, à Castle Rock, dans le Montana, une bagarre de mineurs bourrés au Star Little Bar mêle Bruce Banner qui travaille comme serveur. Inévitablement, il se transforme en Hulk et fidèle aux valeurs qu'il défend, gauche dans ta gueule et droite dans ta face, il sait comment briser le spectre de la monotonie de cette petite ville. Mais avant qu'il ne puisse détruire le bar, une silhouette sombre lui tire dessus avec un pistolet tranquillisant et il redevient Banner. Lorsqu'il se réveille, il reconnaît Alexei Vazin, un agent secret russe aux lunettes très swag qui fait très Nick Fury dans le style, et qui lui explique qu'il a besoin de son aide pour sauver le monde de l'effacement. Oui, de l'effacement. Bien que l'Union soviétique et les États-Unis soient actuellement en détente, certains membres du Kremlin, dont les chromosomes se touchent, s'opposent à cet arrangement et considèrent la récente signature du traité SALT comme une trahison. L'un d'eux est le général Nikolai Kutsov, qui a démissionné de sa commission en signe de protestation, et il a volé le dossier principal du KGB sur Daniel Ironwood. En utilisant des lettres falsifiées, Kutsov a dupé Darkstar, le nouveau Crimson Dynamo et Vanguard qui, pénétrés de rassurantes certitudes, vont foncer tête baissée dans leur mission. Bonjour les Mongolos. Oui, je suis communiste et un marxiste en plus, et je t'emmerde, gros combat, toi. Les super-héros, croyant qu'il a la pleine autorité du comité central du Parti communiste, l'ont suivi aveuglement. Kutsov leur a dit que les États-Unis étaient sur le point de lancer une frappe nucléaire préventive et ils pensent qu'ils agissent pour sauver leur patrie. Vazin dit aussi qu'ils ont enlevé Ironwood et sa fille et que Kutsov force Ironwood à construire une bombe antimatière qui potentiellement pourrait perforer le fion de 200 millions de personnes. Kutsov doit être arrêté à tout prix et c'est pour ça qu'il a besoin de Banner, à la fois parce qu'il est la plus grande autorité mondiale en matière d'armes nucléaires et parce qu'il est Hulk. Bien que Banner ne soit pas le genre à aller sur vendsoncu.com, il accepte. Ah! De son côté, Spider-Man a réussi, grâce à un dispositif de Richards, à tracer la Dark Force de Darkstar, qui laisse un modèle d'énergie résiduelle unique, et toujours avec l'aide de Reed, ils ont finalement localisé la zone où Darkstar peut se trouver. Je ne sais plus trop comment j'ai découvert la nébuleuse noire. Est-ce dans un épisode des Champions dessiné par John Byrne? C'est d'ailleurs dans l'épisode 6 de cette série qu'elle est apparue pour la première fois en août 1976. Je pense en réalité que je l'ai découverte véritablement dans sa petite tenue noire et moulante dans le tournoi des champions en 1984, quand elle affrontait Feu du Soleil dans un combat épique. Et la même année, elle était dans un épisode de Rome dans le Strange 177 en septembre 84. La louloute m'avait particulièrement attiré. J'aime bien son pouvoir. Faire appel à l'énergie extradimensionnelle appelée énergie noire pour créer des objets, se téléporter et voler, je trouve ça vachement cool. Pour le reste, Spidey utilise le traceur d'araignée sur la ceinture de Sissi pour retrouver les prisonniers. Au même moment, Vazin et Banner ont découvert la planque de Kutsov qui a utilisé le réseau nord-américain du KGB pour fournir les matériaux spéciaux nécessaires à la bombe. Cela a conduit Vazin directement à lui. Kutsov s'en rend compte et il envoie la Dynamo, Vanguard et Darkstar pour intercepter leurs poursuivants. Nonobstant, Darkstar a des doutes. La jolie blondasse slave, capable de vous dégeler le moujik, dit qu'il est étrange que les Américains n'envoient que 2 hommes après eux, compte tenu de l'enjeu. Cela ne ressemble guère à un pays qui se prépare à déclencher une guerre nucléaire. Elle souhaite en savoir plus sur l'arme miracle que Kutsov construit pour éliminer l'Amérique, mais la Dynamo, comme un connard laqué servile à la mère patrie, Va te faire branler, Trotskar. lui rappelle qu'elle doit faire son devoir et ne pas se poser de questions. Il est clair que ce sont des Communiste, ça crève les yeux. Vous êtes un communiste, communiste. Arrêtez! Ça conne dur entre Hulk et les 3 Ruskov, ça joue des burnes et Spidey en profite pour passer à l'action, ce qui a pour effet d'inverser le cours de la bataille. Après bien des rebondissements, de pétages de rondelles et des questions intéressantes, les plans et les mensonges de Kutsov sont révélés. De fil en aiguille, une nouvelle baston aura lieu et Kutsov, étant acculé, et j'ai bien dit acculé, décide de brûler la chandelle par tous les trous. J'entends par là qu'il n'a plus rien à perdre et il appuie sur un bouton du panneau de commande qui active la bombe d'antimatière. C'est un sale con! Ironwood dit qu'aucune puissance sur Terre ne pourra désormais arrêter le processus, c'est sans compter sur Hulk qui rétablira la situation grâce à sa force brute et un beau bénous garni, empêchant les sphères de la matière et d'antimatière de fusionner pour provoquer l'irréparable. Ironwood reçoit une blessure mortelle et emporte avec lui le secret dans la tombe. Bon, vous pensez bien que Lug a censuré le tir de revolver qui perfore Ironwood. Alors que dire de tout cela? Eh ben d'abord que c'est extrêmement bien écrit avec une intrigue géniale, pleine de rebondissements, et elle est bien menée sans aucune incohérence capable de défriser un nichon. À chaque fois que l'on croit que l'intrigue est terminée, elle reprend de plus belle au point que le lecteur s'accroche à la lecture jusqu'au dernier moment, en particulier dans la dernière partie où on ne voit vraiment pas comment les héros vont pouvoir arrêter la réaction en chaîne et que même Hulk semble dépasser pour inverser le processus. C'est du grand Chris Claremont. C'est vraiment super.
Puis cet album velu, voire duvoteux, enchaîne avec La face sombre de la lune, tiré du Spectacular Spider-Man annuel numéro 3 de 1981, écrit par David Anthony Kraft et dessiné par James Sherman, Alan Weiss et ancré par Steve Mitchell, même si c'est Jim Mooney qui était l'encreur initialement annoncé pour cela. Personnellement, je trouve que cette couverture présente l'une des pires représentations de Jameson que je n'ai jamais vue. Je ne l'ai pas reconnu au début, cette image est dégueulasse et sent les arômes de cul synthétisés. Manwolf revient une fois de plus pour affronter Spider-Man dans un récit péchu avec de la torgnole à chaque page. Le récit nous permet de nous rappeler les anciens affrontements entre l'araignée et Manwolf, ce dernier ayant disparu dans un éclair de lumière lors de leur dernière bataille dans Amazing Spider-Man 190 vu dans le Strange 143 de novembre 1981. L'homme loup a été transporté dans le micro-vert comme on le voit dans le Savage She-Hulk numéro 13 et 14 vu en février 82 chez Haredi dans le Miss Hulk numéro 5. Cette histoire fait également référence aux aventures de l'homme loup dans l'autre royaume. Cela s'est produit dans le Marvel Première, numéro 45 et 46, vu dans l'Eclipso 70 chez Haredi en 1980. Vous avez vu, je le possède. On bat les couilles, frère. C'est le docteur Connor, vous savez, le lézard, qui tente au final de trouver un moyen de guérir le Manwolf de sa transformation, ainsi que de le guérir des effets toxiques des pierres de lune. Bon, forcément, il y a un petit peu trop de poils et de griffes dans cet épisode, et Lug a censuré, comme un malade, pas mal de cases comme celle que je vous présente à présent. Un vrai scandale. Côté dessin, des fois, on frôle le ridicule ou le cliniquement con, avec la langue de Manwolf qui devient un peu comme le loup de Tex Avery lorsqu'il est confronté à son amie Christine. Certains dessins peuvent être aussi moches que certains meubles scandinaves importés de Taïwan, c'est pour dire. Après quelques tests douloureux, comme certains PCR du cul, surtout depuis qu'ils ne sont plus remboursés, Connor finit par trouver le moyen de guérir le fils de Jameson. Selon le Comics Journal de juin 1981, David Kraft ne voulait pas faire cette histoire, mais Jim Shooter avait ordonné que John Jameson soit guéri. Tel un stick troué sur la corde à linge de la vie, Marvel se débarrasse ainsi d'un autre personnage jetable de l'Amazing Spider-Man. Malgré une qualité de dessin parfois à la limite du minimalisme glauque, C'est moche! l'album reste un bon moment de lecture. Les histoires tiennent la route et les temps morts sont rares. Si Lug a censuré quelques cases, surtout dans le second récit, ça reste quand même très regardable et vous serez moins déçus que pour Ready Player One. Je dirais même que ça passe crème. En gros, investir dans cet album ne sera pas ressenti aussi négativement qu'un agrandissement rectal. Sur ce, il est temps de nous quitter. N'achetez pas chinois, mais plus que tout, laisse Postblo pour récompenser ton humble créateur de souvenirs. Je vous remercie pour votre fidélité. À très bientôt, camarades farfadés. Que la mère patrie vous protège. Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute! Non, non, laissez-le. Non, non, non. Abdel Ramdassi. Abdel Ramdassi.